Compose, épisode 53. Donc je me souviens, je me levais, je faisais un peu de musique, j'allais travailler le midi, je revenais. Je travaillais pas tous les soirs, donc ça me permettait d'être assez flex. Et puis aussi, mes expectatives n'étaient vraiment pas très hautes. Donc, et puis de ça, je te parle de ça, il y a, je pense, 11-12 ans ou 10 ans, un truc comme ça. Les loyers étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et moi, avec 800 € du sushi shop, je m'étais dit, ok, c'est bon, quoi. Ouais. Et puis, en parallèle, j'avais fait mon premier concert au Belga où j'étais payé 250 €. Et je dis, mais c'est incroyable qu'ils me donnent de l'argent pour faire ça. Donc, finalement, je me suis dit, je m'en fous, en fait. Vas-y, j'y vais, quoi. Pour ce 53e épisode, j'ai la joie de recevoir Maxime Merkpoul, DJ et producteur connu sous le nom de Stéréoclip. Ensemble, on a parlé de sa découverte de la musique, de ses études de graphisme, de GarageBand et Logic Pro, de ses premiers sons qu'il considère naïfs, de la validation de ses amis, de son premier concert au Belga, de son mi-temps et de l'argent dont il avait besoin pour se consacrer à la musique, de son premier tube, Easy Field, sorti en 2013, de syndrome de l'imposteur, du fait d'être déconnecté de lui-même, du million d'auditeuristes qu'il écoute chaque mois sur Spotify. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci, Max, d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Avec plaisir, écoute, je suis assez enthousiaste par rapport à cette interview. Tu es donc Stéréoclip, tu es DJ et producteur de musique. Avant qu'on vienne vraiment à ton projet, en fait, je voudrais savoir comment, de base, est né ton intérêt pour la musique. Écoute, je pense que mon intérêt pour la musique, il est venu par la découverte d'un art que j'adorais écouter. Et du coup, en fait, petit à petit, je trouvais ça vraiment cool. Et du coup, en fait, par hasard, j'ai découvert comment en faire. Parce que j'ai pas de formation spécifique. Et puis, surtout grâce à l'ordinateur, en fait, parce que je me suis dit, ah ouais, mais c'est incroyable. Grâce à l'ordinateur, on peut faire tout ça. Mais assez naïvement, en fait, tu vois. Donc ouais, mon intérêt par la musique. Alors oui, en fait globalement, c'est que je trouvais ça très très cool et que je me suis dit que c'était accessible en fait. Ouais, et pourquoi justement c'est vers cette musique sur ordinateur que tu t'es dirigé ? Parce que je savais pas faire ça autrement en fait, et que c'était, je pense, le moyen de pouvoir jouer de la guitare, de la batterie, etc. sans spécialement avoir les facultés techniques de le faire, quoi. Et à la base, t'avais fait des études de graphisme et d'économie. Voilà, comment t'es passé de économie, graphisme et puis musique ? Ah ouais, écoute, en fait, moi j'ai fait mes échos, c'était en humanité, quoi. Donc c'était un peu, tu sais, l'option par défaut. On se dit ouais, ça peut servir à tout, quoi. Et en fait, après 6 ans d'avoir fait ça, j'étais là, ok, en fait, mon intérêt, il est pas spécialement là. Puis j'avais 2-3 potes qui faisaient des trucs artistiques. Et puis ça me bottait bien. Du coup, j'ai un peu fait ça comme ça, quoi. Et toujours par le truc, ça a l'air cool. Et le graphisme, pourquoi tu t'es dirigé vers ça ensuite ? Parce que je dessinais un peu à l'école. Enfin, j'avais beaucoup de potes. En fait, j'étais dans une école où les options étaient mélangées. Il y avait des gens dans ma classe en option art, éco, machin, etc. Et en fait, je regardais toujours ce qu'ils faisaient et je trouvais ça cool. Puis j'ai fait du graffiti avec des amis. Et en fait, je me suis dit comment faire des études pas trop chiantes. Et donc, j'ai pris ça comme ça. Mais en arrivant, en fait, j'étais un peu stressé parce que je savais pas spécialement dessiner, etc. À part trouver ça cool, j'étais pas vraiment le meilleur là-dedans, quoi. Et donc, je suis arrivé dans ces études un peu en mode, on verra bien. Au moins, je sais que c'est cool et qu'on n'aura pas trop de trucs théoriques. Et donc, voilà. Et comment ça s'est passé ? Écoute, pratiquement, c'était super cool.
Théoriquement, genre, je pense que j'ai jamais vraiment réussi un examen. Genre, j'étais en deuxième, je suis arrivé jusqu'en deuxième en ayant des rattrapages de première théorique. Et en pratique, j'ai toujours été assez malin et assez débrouillard. Mhm. Et c'est là en parallèle que tu fais la musique? En tout cas, c'est à ce moment-là où je découvre, grâce à l'ordinateur que mes parents m'avaient acheté pour les études, c'était un MacBook Pro à l'époque, et où je découvre en fait GarageBand et ce genre de trucs. Et je me dis, ah ouais, on peut mettre des programmes assez spécifiques et assez puissants, quoi. Donc, je découvre GarageBand et puis Logic Pro. Ouais. Et qui a un programme que enfin, je pourrais encore l'utiliser aujourd'hui, mais ouais, donc assez puissant. Et voilà, je découvre un peu en parallèle la musique enfin ouais, je fais de la musique et mes études en même temps, quoi. Et qu'est-ce que tu penses des premiers sons que tu sors comme ça? Ben, en fait, je trouve ça. Maintenant, si je les réécoute maintenant, enfin, je suis retombé bizarrement sur les vraiment premiers trucs que j'ai fait. Et je me dis, ah, c'est marrant, il y a une chouette idée. C'est très très naïf parce que ouais, déjà je sais pas faire de musique en soi, j'ai aucune connaissance, je sais même pas ce que c'est un accord, donc je tâtonne, quoi. Mais bon, et je vois qu'il y a une certaine sensibilité en tout cas, quoi. Et du coup, tu fais déjà écouter ça à d'autres personnes? Non, pas encore, non. Et à partir de quand tu le Non. fais? À partir du moment où en fait, que je me dis que ça tient plus ou moins la route, quoi. Ouais. Oui, et puis après, tu vois, j'étais jeune, il y avait une certaine motivation d'exister par rapport à mes amis, etc., quoi. Mhm. Ouais. Et comment, ouais, tu vois, comment t'as passé cette étape de te dire, bah, en fait, finalement, ça tient peut-être la route, c'est peut-être sympa ce que je fais, je vais le faire écouter. Enfin, tu vois, quel est ton déclic un peu? Mon ressenti personnel. Ouais. Ouais. Puis après, ouais, j'écoutais de la musique, donc vu que j'avais un certain point de comparaison, pas très aiguisé, on va dire, mais où je me dis, ah, c'est cool. Et puis, ouais, c'était un peu frais. Et puis, on était, dans mon groupe de potes, on partageait tout le temps plein de musique. Du coup, ouais, genre, en fait, assez rapidement, hein, parce que, parce que même, allez, c'est des amis, tu vois, donc t'es là, genre, ah, regarde, j'ai fait ça. Et en fait, quand j'ai décidé de le faire plus largement, c'est quand simplement mes amis ont dit, ah, c'est cool. Excellent. Ouais. Et tu voyais déjà qu'il y avait l'opportunité que ça devienne un projet professionnel? Non, mais rapidement, je me suis dit, ah, mais c'est trop cool de faire ça. Et du coup, en fait, je me suis dit, mais en fait, comment faire pour que j'ai un maximum de temps pour le faire? C'était plus dans cette idée-là, je pense. Ouais. Et comment t'as fait pour avoir un maximum de temps pour le faire? Bah écoute, en fait, j'ai travaillé. En fait, non, je suis parti de chez mes parents parce que suite à mon premier concert, j'ai rencontré un gars qui avait un studio d'enregistrement à Flagey. Et il me parlait de temps en temps sur Internet. Et à un moment, on s'est dit qu'on allait manger ensemble. Et puis, donc, je vais chez lui, je vois son studio et je fais, ah, c'est vraiment cool. Et il venait de se séparer de sa copine. Et du coup, il y avait une chambre de libre chez lui. Et donc, je me suis dit, ok, bah, c'est vraiment... Et le plan parfait, il me propose de venir, etc. Et en parallèle, ouais, j'ai un mi-temps chez Sushi Shop en tant que livreur, quoi. Donc, ouais, je me souviens, je me levais, je faisais un peu de musique, j'allais travailler le midi, je revenais. Je travaillais pas tous les soirs, donc ça me permettait d'être assez flex. Et puis aussi, mes expectatives n'étaient vraiment pas très hautes, donc... et puis de ça, je te parle de ça, il y a, je pense, 11, 12 ans ou 10 ans, un truc comme ça. Les loyers étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et moi, avec 800 € du sushi shop, je m'étais dit, ok, c'est bon, quoi. Ouais. Et puis en parallèle, j'avais fait mon premier concert au Belga où j'étais payé 250 €. Et je dis, mais c'est incroyable qu'ils me donnent de l'argent pour faire ça. Donc finalement, ouais, je me suis dit, je m'en fous, en fait. Vas-y, j'y vais, quoi. Et comment c'était venu, en fait, ce premier concert? Comment tu l'as trouvé? Ce premier concert, en fait, j'étais encore à Braine-l'Alleud, hein, j'étais pas à Bruxelles, et j'entends parler un peu du Café Belga, certains, enfin les bruits de couloir, on dit il y a des concerts, machin, etc. Et je sais plus comment je me rends compte, mais que en fait je connais le mec
qui est gérant là-bas. Et donc je me souviens, c'était sur Facebook, je lui envoie les 2-3 sons que j'ai fait et je lui dis ouais, ce serait incroyable pour moi de pouvoir faire un truc là. Et il me répond assez rapidement en disant ouais à fond, on peut faire ça. 250 €, ça te va? Ouais, à fond. Et donc, ouais, c'était le premier concert que j'ai fait. Enfin, j'en avais fait un encore avant, genre à Wavre, je sais même plus où, dans un resto que j'avais trouvé. Excellent. Ouais, très... Ouais, genre, c'était venu, je sais plus comment. Je pense que c'était un mec qui aimait bien ce que je faisais. Et donc là, j'avais invité mes amis, quoi. Mais le vrai, où il y avait une affiche, etc., c'était au Belga, ouais. Et comment tu l'as vécu? Tellement stressé. Bah en fait, et c'était comme la musique, genre je savais pas comment faire. Donc je l'ai fait par intuition et un peu naïvement ouais, je l'ai préparé pendant pendant des jours et des jours. Et tu sais, je suis arrivé, j'ai pris mon bureau qu'il y avait chez moi avec mon ordinateur, mon clavier, ma souris. Je suis arrivé et j'étais là, mais vu que je sais pas jouer d'instruments, bah je peux pas rejouer des parties en live, machin. Donc je me dis comment un peu je vais mettre un peu de poudre aux yeux, tu vois, pour que les gens captent pas trop et qu'il y a un peu cet intérêt de venir voir en live. Et donc ouais, j'avais genre un grand clavier, ma souris, mon ordinateur, etc. Et je faisais des petits trucs à droite à gauche, rien de très incroyable, mais c'était cool parce qu'il y avait mes amis, 2-3 personnes qui avaient découvert ma musique sur YouTube. Et donc voilà, et après c'était relâchement total, quoi. Mais c'était ouais, beaucoup de stress quand même. Ouais, tu parles de YouTube, c'est principalement là au début que tu diffusais tes sons? Ouais, YouTube et SoundCloud. Ouais. Je pense à la premier truc, c'était... Ouais, non, c'était les deux en même temps, YouTube et SoundCloud. Et en fait, SoundCloud, c'était cool parce que tu pouvais uploader tes morceaux facilement. Bah, Spotify et tout n'existait pas. Ouais. Et YouTube, en fait, ce qui était sympa, c'est que j'avais 2-3 potes qui faisaient de la vidéo. En fait, c'était l'époque des premiers appareils photo réflexes qui filmaient. Et donc, on avait des vidéos en HD et on trouvait ça incroyable. Et en fait, juste le fait de filmer avec un appareil photo, on trouvait ça tellement ouf que c'était un clip, en fait. donc, on faisait des vidéos. Moi, je donnais mes sons à 2-3 potes qui apprenaient à monter, etc. Et du coup, on s'est dit, ouais, on va utiliser YouTube pour mettre ça, quoi. Et à ce moment-là, t'avais déjà trouvé le nom Stéréoclip? Ouais. En fait, oui, pour uploader la musique, j'avais dû trouver un nom, ouais. Et en fait, ouais, la petite histoire, mais je l'ai déjà raconté 2-3 fois, c'est... et je pense que ça remonte en humanité encore. Je suis avec un pote, Adrien Moorman, d'ailleurs c'est celui qui a fait les premiers clips qu'on avait mis sur YouTube. Je sais plus comment c'est venu, mais on voulait trop faire une soirée, quoi. Et je pense que on était revenus de Berlin et on trouvait ça trop chouette et on voulait faire une soirée. Et puis du coup on avait écrit sur une feuille tous des noms qui pouvaient évoquer la soirée. Et puis ouais, j'ai vu sur la feuille, en fait, la feuille était sur mon bureau, j'ai vu juste, Stéréoclip, c'est cool, je vais prendre ça, quoi. Trop bien. Et tu regrettes pas? Bah non, en fait, non. Pendant tout un temps, j'étais, putain, c'est bidon et tout. Et maintenant, non, je trouve ça cool, en fait. Ouais. Ça a bien vieilli. Et puis, en fait, comme chaque nom, je pense que c'est un peu l'histoire qui fait le nom plus que l'inverse, quoi. Ouais, c'est clair. Et t'es content? Justement, tu disais, voilà, c'était l'époque des premiers appareils photo qui filmaient et tout ça. Il n'y avait pas encore Spotify et tout. T'es content d'avoir commencé à ce moment-là? Et peut-être pas aujourd'hui où il y a justement toutes ces plateformes, mais aussi tous les réseaux sociaux, quoi, TikTok, Insta et tout, qui se sont beaucoup plus développés. C'est pas du tout la même chose de se lancer aujourd'hui qu'il y a 10 ans quand tu l'as fait, quoi. Ah ouais, non, c'est clair. Ouais. Ouais, en fait, je sais même pas si je suis content ou machin. Je me dis qu'en fait, ça aurait été pas possible autrement, quoi. Enfin, mon histoire fait que c'est ça. Et mais je pense là où j'ai eu la chance, c'est que en fait, je suis tombé à un bon moment pour ce genre de musique. C'était un peu la nouvelle vague de la deep house. Et moi, je savais vraiment pas quel style de musique j'étais en train de faire. C'est un peu les gens qui écoutaient ça, qui ont mis ça dans ce thème-là, quoi, dans ce genre-là. Et ouais, et puis à l'époque, il y avait vraiment, je me souviens, il y avait une énergie de volonté de découvrir
qui était super forte parce que on commençait à se dire sur YouTube il y a tous les sons qu'on veut, et donc il y avait un peu ce truc comme un peu aujourd'hui les gens qui diguent des vinyles dans des shops machin, il y avait ça avant sur internet quoi. Et donc ouais, je me souviens il y avait des groupes Facebook avec des milliers d'abonnés qui partageaient des sons quoi. Et il se fait qu'il y avait un groupe à Bruxelles, je sais plus comment ça s'appelle, style partage de sons, un truc comme ça, où mes sons tournaient un peu dedans. Et ouais, mais franchement, mais bon après tu vois moi je suis quand même parti de la volonté de me dire en fait j'ai envie de faire de la musique parce que je trouve ça chouette et que ça me fait plaisir de le faire, et donc en fait tu commences sans te dire que ça va être impossible ou sans te mettre des objectifs de malade, donc en fait t'es pas déçu quoi qu'il arrive, tu fais, et en fait t'as de l'enthousiasme de dire il y a des gens qui l'écoutent, etc. Mais j'avais pas c'est venu après, je pense, le truc de me dire en fait je peux gagner plus que 400 € par concert, etc. quoi. Ouais, tu te mettais pas trop de pression au début et ça t'a aidé quoi. Non, et puis t'es jeune, juste la reconnaissance des autres te donne c'est le meilleur des salaires en fait. Trop bien. Et puis c'était en 2013, il y a eu ton hit Easy Field. Qu'est-ce que ça a changé ça? Ouais, en fait c'est fou parce que ce track-là c'est un des premiers trucs que j'ai fait vraiment. En fait, si tu veux, dans mon parcours, j'ai arrêté l'école artistique. C'est l'ERG à Bruxelles. J'ai arrêté parce que il y avait un gars dans ma classe, son frère était dans une espèce de formation autour de la musique et de la production, et c'était 3 mois et c'était pas loin de chez mes parents. Et donc je me suis dit mais c'est incroyable, non mais c'est ça que je veux faire, laisse tomber. Donc je vais faire ça pendant 3 mois, et donc j'apprends un peu mieux Logic Pro et les techniques de production. Ça reste très superficiel mais suffisant pour faire quelque chose. Et en fait c'est là où je commence à faire mes vrais premiers sons. Et Easy Field, je pense c'est le premier ou le deuxième où j'apprends comment sampler des trucs, etc. Et Easy Field, en fait, c'est le truc qui a fait un peu décoller mon profil, et c'est en fait ce son-là qui m'a permis de rentrer en contact avec des gens qui étaient vraiment impliqués dans le milieu musical, quoi. Et donc ça m'a permis de signer mon premier EP et ainsi de suite faire mon premier album. Et ouais. T'avais directement cette volonté de passer par un EP, un album, et pas des singles? Non, en fait, je savais même pas ce que c'était un EP ou un album. Enfin, si, je savais ce que c'était un album, mais les termes EP, LP, machin, je connaissais pas. Et non, c'est le label qui a découvert mes sons, qui m'a dit tu veux faire un EP? Et j'étais ouais. Puis j'étais voir ce que c'est. Je fais 2 titres, 3 titres, 4 titres. Je fais ouais, vas-y, trop chaud. Et puis en fait c'était à l'époque donc comme je disais, les groupes Facebook, les blogs, etc. Et donc en fait c'était un peu si tu veux l'algorithme de Spotify, quoi, Discovery Weekly ou ce genre de truc, Release Radar. En fait c'était des blogs où tu followais les blogs, et puis ils faisaient des playlists, etc. Donc c'est comme ça qu'ils m'ont découvert, et ils ont commencé à partager mes sons. Et en fait le blog c'est devenu un label de musique parce qu'ils se sont dit on a tellement d'audience en fait qu'on pourrait partager de la musique qu'on signe nous, et au lieu de juste partager pour partager, on peut monétiser tout ça, quoi. Ouais. Et ça c'était un label en Belgique? Non, c'était un label à Bordeaux. Ah ouais. Ouais, en France, qui s'appelle toujours Délicieuse Musique. Et ça t'a fait quoi comme ça qu'on vienne te chercher en fait? Je trouvais ça ouf. Hyper enthousiaste, mais après j'étais là mais je sais pas, j'avais une espèce de, tu sais, des fois t'as ce truc de syndrome d'imposteur, machin, etc. Et en fait moi j'avais ça super fort, et une espèce aussi de profonde confiance, de légitimité de ce que je faisais. Je sais pas, des fois je suis un peu complètement opposé, très fort dans la dualité, mais vu que c'était des amateurs de musique et non des professionnels, j'étais dans la légitimité, quoi. Ouais. Et donc je trouvais ça super, et je me suis dit leur audience est incroyable, et ils ont beaucoup de volonté de faire grandir leur projet, et j'étais leur
premier artiste, je pense, ou deuxième, premier, je pense. Non, deuxième, je pense, ouais. Et donc, ouais, et eux, ils ont permis aussi de ouvrir encore plus l'audience que j'avais, quoi. Et à ce moment-là, ça t'a permis de te produire aussi dans plus d'endroits? Ouais, bah en fait, avec eux, ça a été très rapide en fait, parce que je fais le premier EP, mais premier album assez rapidement aussi, Ouais. et du coup, eux commencent à vouloir faire des soirées aussi en France, et donc on a fait des clubs incroyables, et on avait cette audience. Fulgurante d'internet, comme on peut voir un peu aujourd'hui, où je sais pas, t'as un influenceur ou quoi qui va quelque part et genre il y a plein de gens, parce que on avait un espèce de buzz autour du truc. Et donc on a fait des sold out un peu partout en France, à Bordeaux, à Paris. On a été même jusqu'aux États-Unis. On a été au Canada aussi. Mais ça, c'est fou parce que j'ai commencé à faire de la musique à 1 an, 2 ans. Et puis après 3 ans, je vais là, quoi, tu vois. Ouais. Et quand t'es jeune, t'es un peu là, waouh, what the fuck, tu vois. Mais ouais, non, c'était super cool, ouais. Et ça t'a un peu monté à la tête tout ça? Ou t'as réussi à garder justement les pieds sur terre? Tu vois, tu disais que t'étais super jeune et que tu venais de te lancer, quoi. En fait, non, je pense pas. Enfin, si, certainement, j'ai pris la grosse tête, c'est sûr. Mais est-ce que j'ai été odieux ou comme ça avec des gens? Non. Non, non, en fait, moi, j'étais vraiment. Je pense que le truc le plus important à ce moment-là, c'est que j'étais dans le kiff de pouvoir faire quelque chose qui me plaît, où j'ai de la reconnaissance, où je trouve ma place un peu dans la société. Et que je doive pas parce que tu sais, j'avais l'expérience du Deleuze, l'expérience du sushi shop, Ouais. truc de taf un peu chiant, quoi. Et j'avais pas du tout envie d'être derrière un bureau non plus. En fait, très jeune, j'avais ce truc où déjà à l'école, d'être derrière un banc et tout, ça me prenait la tête de dingue. Donc je dis ok, en fait, je ferai tout pour pas faire ça, quoi. Et en pensant que c'est plus facile, mais bizarrement aujourd'hui, à l'heure actuelle, si j'avais su, je sais pas. Mais non, j'avais quand même. Ouais, donc en fait, le kiff de pouvoir un peu voyager, être avec des potes, machin, pouvoir faire un peu la fête, etc. C'était incroyable. J'étais plus dans cette dynamique-là que de me dire, ah, ouais, ok, là c'est bon, j'ai compris la recette de la réussite dans la vie. Ouais. Ça y est, je suis une star. Ouais, ouais. Et alors, non, mais j'avais aussi ce truc de, ok, ça fonctionne un peu dans les clubs, machin, etc. Mais je savais très bien le niveau à laquelle j'étais. Enfin, je me prenais pas pour Beyoncé ou Ouais. quoi que ce soit, quoi. Tu vois. Et à ce moment-là, tu bossais encore à côté? Non, mais je te dis, hein, dès que j'ai eu de quoi payer mon loyer, c'était 400 € à l'époque. Même si j'avais 401 €, je disais, ah, non, je bosse pas, quoi. Ouais. Trop bien. Et comment t'as commencé à aussi jouer en dehors des clubs? Parce que t'as fait aussi plein de festivals de musique, etc. Comment t'as passé cette étape de sortir des clubs et de jouer ailleurs? En fait, les festivals, c'était simple parce qu'ils produisaient de la musique de club. Et aussi, en fait, j'avais cette volonté aussi de faire un peu plus live. Je trouvais ça assez sympa d'aller voir un concert aussi. Et c'est un truc qui s'est assez vite arrêté parce que c'était plus dur aussi de vendre des tickets, hein, tu vois, genre Ouais. que de faire déplacer les gens un mercredi soir à 20h dans une salle de concert. C'est plus compliqué que l'histoire du club, où là, même les gens viennent sans savoir. Donc, donc ouais, j'avais quand même ce truc aussi, ok, je reste un artiste de musique électronique, pas de manière péjorative, hein, tu vois, c'était vraiment ça à sa place, quoi. Mais aussi avec les potes, j'étais jeune, j'avais découvert la musique électronique à Berlin, dans les clubs, etc. Donc pour moi, j'étais très content de faire ça comme ça, hein. Et puis je faisais des lives à l'époque, c'était des lives de musique électronique en club. Donc puis j'aimais bien le milieu de la nuit quand j'étais plus jeune. Ouais. Aujourd'hui, moins? Aujourd'hui, en fait, j'aime les amis avec qui je partage ça. Le milieu de la nuit, en règle générale, je sais pas, j'ai une espèce de théorie qui me suit là depuis quelques années où je me dis qu'après 3 heures du mat,
il y a plus grand chose à aller chercher. Et les gens que tu rencontres, en fait, c'est vraiment plus intéressant parce qu'il y a plus vraiment de connexion au réel. Après, je sais pas, je me trompe des fois, sûrement, mais bon, voilà, il y a quand même ce truc, quand même, ouais, à partir d'une certaine heure, les gens décrochent, quoi. Mhm. Je pense que le dîner avant les soirées est plus intéressant que le 4h, 5h du mat. À part quand avec tes potes, où vraiment, je me souviens de barres de rire, de fou rire, des trucs, des expériences uniques, quoi. Mais le milieu de la nuit, ouais, il est très... c'est intriguant, mais il y a beaucoup de gens qui se perdent là-dedans aussi, hein. Ouais. Tu vois, c'est un échappatoire facile et très accessible. Jusqu'à un certain âge, hein, parce que sinon après tu commences à tirer sur la corde. Ouais. Et à ce moment-là, du coup, ouais, comme tu bouges beaucoup, tu voyages beaucoup, tu as des horaires aussi complètement décalés, quoi. Tu travailles la nuit. Comment tu vis en fait tout ça, ce fait d'être un peu déconnecté entre guillemets des personnes qui ont un horaire de vie, un mode de vie classique? Bah, je me sens déconnecté un peu, hein. Genre, pendant quelques années, ça me saoulait d'avoir le truc à aller déposer à la banque à 11h ou devoir aller faire ci ou ça, ou de faire les rendez-vous le matin. J'étais là. Parce que j'avais ce truc de ok, je fais de la musique pour avoir du plaisir, et j'étais un peu tout le temps dans le plaisir, quoi. Je me déresponsabilisais de quand même beaucoup de choses, et finalement en fait c'était un espèce de raccourci. Je le vois un peu comme j'ai essayé de prendre un raccourci pour être bien dans la vie, par le plaisir, quoi. Et donc je me sens chanceux, mais je me sens un peu déconnecté aussi quand même. Encore aujourd'hui? Moins aujourd'hui, mais ouais, un peu déconnecté, parce que je repousse un peu les trucs, tu sais, les factures, les machins, etc. Et puis j'ai du mal à me responsabiliser, quoi, parce que je le prends pas du tout comme un travail. Ah ouais. Et voilà, je suis vraiment dans le laisser-aller de la vie, et c'est facile, quoi. Mais du coup, ouais, t'apprends pas à te responsabiliser. Enfin, moi, j'ai pas appris, quoi. J'étais toujours à la recherche de ah ouais, ok, vendredi à la soirée, puis après il y a ça, puis ça va être cool, ça va être cool. Et genre les périodes de creux, je les vivais très mal, quoi. Ah oui. Ouais. Ouais, comment tu vivais le fait de revenir comme ça, par exemple, tu pars en tournée, tu reviens. Comment tu reviens dans le monde entre guillemets réel, quoi? Euh, Qu'est-ce qui permettait de te un peu reconnecter justement? Ben, mes amis, ma copine à l'époque, qui a dû porter tellement de choses à ma place. Ouais, ben, ouais, et puis après, en fait, moi j'étais en coloc à ce moment-là, donc on avait une maison incroyable pour pas très cher, où on avait un studio, on était 4, donc c'était assez chouette, quoi. Mhm. Donc j'étais pas seul dans mon appart à tourner en rond. Puis j'avais quand même envie de faire un peu de musique, et puis ouais, et puis je sais pas, quand t'es jeune, t'as souvent des amis, il y a toujours quelqu'un qui est là, qui fout rien, tu vois. Et moi je me souviens de potes qui avaient des périodes de latence, et du coup on se voyait souvent, et j'ai toujours eu beaucoup de temps libre, en fait. Et mais en fait, tu dis déconnecté de la société, mais j'étais un peu déconnecté de moi-même aussi, Ah tu ouais. vois. Ouais. Parce que j'étais toujours à la recherche de l'image, du fait que faire ça c'est bien, c'est cool, Ah ouais. tu vois. La recherche, enfin, je m'accrochais un peu à l'identité de faire de la musique, ouais, du gars qui fait de la musique dans la vie, quoi. Mhm. Bah, c'est une image que tu construis quand t'es ado, quoi. C'est pas la réalité. Ouais. Et ça, comment tu l'expliques aussi, tu crois que ça a joué, justement, les labels, etc., les personnes qui t'entouraient? Non, je pense que les gens qui m'ont entouré m'ont beaucoup aidé et porté. Je pense surtout à Arnaud Vanellebeek, c'était mon manager, c'est mon manager, et mon ami. Et en fait, petit à petit, le temps passe, et je me dis ah ouais, en fait, il me sauvait
c'est un peu philosophique, mais il me sauvait de la réalité que je voulais pas voir de moi-même. Ah ouais, Tu ouais. vois, il me sauvait à me rester dans cette identité de gars qui fait de la musique, ça marche, machin, etc. Quoi. Et il portait ça, quoi. Il me renvoyait la reconnaissance de ça, quoi. Mhm. Et ouais. T'es reconnaissant d'avoir eu des personnes comme ça qui t'ont entouré? Je suis reconnaissant de l'amour qu'on m'a apporté, mais tellement fort. Parce que des fois, tu réalises, après des années, certains fonctionnements que t'as, et t'es là, waouh! Ah ouais, j'étais comme ça, putain. Je sais pas si moi je l'aurais supporté par rapport à quelqu'un d'autre, quoi. Donc, ouais, et même l'amour qu'on porte, la bienveillance qu'on porte sur la musique que je fais, les gens qui me soutiennent, les gens qui machin, même les gens qui m'envoient chier, aujourd'hui je les remercie, quoi. Ouais, Et t'as encore sorti du coup 2 albums après. ouais. Mais pourquoi t'as continué justement ce format-là, ce format d'album? C'est important pour toi de sortir un projet comme ça complet? Ben en fait, j'aime bien travailler comme ça déjà. Je trouve ça très concret de dire ok, j'ai besoin de 10 titres, je vais faire ça. Puis j'aime bien. Je suis un peu curieux de tout, donc j'aime bien le côté on va aller faire une belle pochette, on va raconter une belle histoire. Ouais. J'aime bien d'avoir cet objet complet, artistique. Et marketingement, j'ai toujours trouvé ça plus intéressant de pouvoir dire voilà, j'ai fait un album. Mais je pense que c'est dans l'inconscient collectif, quoi, de Mhm. se dire ah ouais, c'est un objet, c'est un travail artistique, machin, etc. Et pour les journalistes aussi, c'est plus intéressant. Et et donc ouais, j'ai fait 2 albums après ça. Et et en fait, j'aime bien le fait de mettre des chansons dans un contexte. Ouais. Tu vois, je trouve ça très dur de viser juste avec juste une chanson. J'aime bien que se dire en fait l'identité artistique est plus complexe que juste une chanson. Mhm. Ouais. Et puis dans un album, moi je dis toujours si une personne aime bien 2 titres, c'est déjà un succès, quoi. Et donc c'est pouvoir aussi proposer un maximum de choses à ton audience, se dire ok bah lui il aime bien ces 2 titres-là, lui il aime bien ces 2 titres-là. Et donc, ouais, je trouve que ça représente une meilleure image globale de l'univers artistique d'un artiste. Mhm. Et comment ça se passe en fait? Tu vois, quelle est ta vision avant de commencer un album? Est-ce que tu te dis, j'ai envie de faire ressentir telle chose aux personnes qui vont l'écouter, de raconter telle chose? Enfin, tu vois, comment ça se passe en fait quand tu travailles ça? Euh, Moi, c'est plus, ok, je fais des morceaux et puis je vois ce que ça donne, Ah quoi. ouais. Ouais, ouais. Parce que en fait, pour moi, c'est assez facile d'avoir une idée, mais c'est compliqué de la mettre en chanson, quoi. Ouais. Donc, c'est quand même un travail pour moi. Je dois prendre pas mal de temps pour le faire. Et puis, vu que j'ai pas de connaissances musicales, ben, en fait, je prends énormément de temps à trouver les accords qu'il faut parce que je cherche, je tâtonne, Ouais. je, je fonctionne au ressenti, quoi. Donc, si je fais, cette suite d'accords-là, je ressens ça, c'est que c'est bon. Je suis dans la bonne direction. Euh, donc voilà. Enfin, je me souviens plus de ta question, mais Oui, ben c'était ça justement, comment tu construisais ces comment que je projets-là, construis, quoi. ouais, c'est je fais des morceaux et puis quand j'ai un truc cohérent, je me dis ok, là on est pas mal, quoi. Mhm. Et tu parles souvent du fait que voilà, t'as pas étudié la musique. T'as eu parfois envie de justement prendre des cours de solfège, d'étudier la musique. Ouais, de piano. Bah j'ai même fait, je crois que j'ai fait 3 cours, trois leçons, en me disant ça va peut-être m'aider, etc. Mais en fait, encore un flemme, hein. Flemme de ouf. Mais bon, et puis après tu te rassures, hein, parce que je sais pas, j'ai un pote qui me dit mais c'est toujours bizarre les trucs que tu fais, mais du coup c'est cool, tu vois. Et lui il a fait le conservatoire, machin, etc. Ouais. Donc je me rassure, je me dis ah ouais, ok, j'ai quelque chose à apporter. Et puis aujourd'hui, est-ce que ça doit pas aider ton syndrome de l'imposteur aussi d'avoir ces 1 million d'écoutes par mois sur Spotify? Hmm. Ça joue ou pas ça? Bah franchement non.
Je pense que si moi j'avais pas, si moi j'avais pas pris la responsabilité de me régler moi-même, j'aurais pu avoir 5 millions. Je pense que ça aurait été la même quoi. Parce que ce syndrome de l'imposteur, en fait, il varie en fonction des gens que j'ai en face de moi. Ah ouais. Tu vois, si c'est un artiste, je sais pas, qui compose des trucs, machin, je me dis ah ouais, il voit clair dans mon jeu d'imposteur. Si je sais pas, c'est ma mère qui est pas dans la production musicale et qui dit ah c'est incroyable, je fais ah, bah ouais, tu vois. Donc ouais non non ça a pas aidé en fait, pas du tout. Ouais, tu gagnes un peu de légitimité, mais Ouais. ouais. Et ça représente quoi? Enfin, c'est juste un chiffre où tu te dis quand même, ok, il y a 1 million de personnes qui m'écoutent. Mais c'est très dur parce que les chiffres veulent tout et rien dire. Ouais. Parce qu'on pourrait dire, en fait, il y a 5 ans, oui, il y a 5 ans, t'as 1 million d'auditeurs sur Spotify. C'est énorme parce que la plateforme est encore en développement. Ouais. Tout le monde n'est pas encore sur Spotify. Aujourd'hui, tu vois des milliards et des milliards qui défilent. Je me dis, ouais, c'est beaucoup, mais en même temps, Spotify a gagné énormément de parts de marché, donc forcément, il y a plus d'écoute. Après, il y a des systèmes d'algorithmes qui ont été mis en place avec des radios et des trucs de si tu mets pas ta playlist ou t'as liké tes trucs, au final, t'écoutes un titre et tu vas tomber sur un truc au hasard. Tu peux l'écouter ou le zapper. Et puis il y a des gens qui mettent ça en fond comme une radio. Donc, je sais pas. Enfin, moi, ce qui a beaucoup d'importance au niveau des nombres, c'est le nombre de gens qui sont prêts à payer un ticket pour voir l'artiste qu'ils aiment, quoi. C'est gens qui demandent des nouvelles sur Instagram aux artistes, qui sont impliqués, qui sont à la recherche. Pour moi, ça a beaucoup de valeur et c'est ce que j'essaye de faire grandir. Après, maintenant, avec Spotify, il y a tellement de trucs, ou même Insta, il y a tellement de manières un peu de hacker le game, quoi, en faisant, je sais pas, tu vois, la trend ou rentrer dans la playlist. Maintenant, tu peux même payer hein, Ouais. pour que des playlisters écoutent ce que tu fais. Donc, bon, après, ils vont pas le mettre forcément, mais donc, ouais, ça veut un peu tout et rien dire. Après, c'est vrai que, bon, 1 million, c'est beaucoup. Mais je sais que, par exemple, en signant avec un certain label qui a plus de poids sur Spotify, tu rentres plus facilement dans les radios, etc. Donc, ouais, est-ce que j'ai loin de là de moi de l'envie de dire c'est ultra légitime, ce que je fais c'est incroyable. Non, je pense qu'il y a tellement de trucs que tu contrôles pas. Donc j'essaye d'en profiter un maximum. Mais ouais, c'est beaucoup et pas beaucoup en fait. Et les réseaux sociaux, c'est quelque chose avec lequel tu es à l'aise, que tu aimes bien, ou c'est plus un fardeau, entre guillemets? Je vois, entre l'amour et la haine, il y a pas grand-chose. Hein. Ouais. Bah, c'est exactement ça. C'est genre, pour moi, c'est la plaie et je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable parce que t'arrives réellement en contact avec des gens qui ont de l'intérêt sur ton truc. Après, ça valorise des trucs de merde qui nous aident pas. Dans le développement d'un artiste, hein, je parle uniquement. Donc ouais, en fait. Et puis des fois, je trouve que ça, tu te sens un peu obligé de faire certains contenus et donc en fait, ça lisse un peu le paysage artistique, quoi. Tu vois, faire un truc, passer 3 semaines à faire une vidéo, de faire 100 likes, t'es là, relou. À part si tu l'as vraiment fait dans l'entièreté de ta personne pour te faire kiffer. Mais bon, on est quand même, on va pas se nier, on veut quand même avoir de la visibilité pour avoir des concerts, etc. et pouvoir gagner de l'argent. Mais pas pour s'acheter, pour être en jet privé. Non, c'est pour pouvoir continuer à pouvoir réinvestir, à faire de la musique, quoi. C'est surtout ça le plus important, quoi. Donc ouais, haine et amour sur les réseaux sociaux. Après, je teste des trucs, je me dis ah putain ça craint. En fait, j'essaye de
de trouver la juste balance entre qui je suis et la manière dont j'ai envie de communiquer et comment je devrais le faire, quoi. Parce qu'il y a rien à faire. Et aussi, ce qui est trop chiant, tu vois, c'est par exemple si tu joues pas le jeu, les gens ils te suivent pas, ils sont pas au courant de tes trucs. Déjà de un, et puis après t'as les promoteurs des soirées machin etc qui se disent ouais mais tu vois on va pas le booker, il va ramener personne. Donc ouais, donc du coup c'est important et des fois je pense que c'est trop important et du coup on se tire une balle dans le pied. Ça joue plus pour les bookers que le nombre d'écoutes que t'as sur Spotify justement. Ouais, les deux jouent quoi, les deux jouent, mais c'est clair que Insta a pris une énorme importance, quoi. Ouais, ça c'est clair. Et d'ailleurs, moi, là, depuis que j'ai fini l'album, en fait, je fais que ça. Hein. Je me suis remis dans les montages vidéo, je me suis remis dans la photo, etc. Après, je kiffe de ouf. Mais vraiment, d'essayer de soigner le contenu sans trop faire des trucs qui me correspondent pas, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, et c'est toi qui est vraiment derrière tes réseaux, quoi, qui gère tout ça. Ouais, complètement. Ouais. Bah après, ouais, j'ai du temps hein, quand même. j'ai pas un emploi du temps ultra chargé, donc ouais, c'est moi, ouais. Et qu'est-ce que tu préfères comme ça, plutôt être justement dans ta bulle, créer et du coup sortir tes morceaux, ou être sur scène et partager ces moments-là avec le public? Ouais, ça dépend des périodes. Des fois, je préfère être chez moi parce que j'en ai marre de voyager, machin, etc. Et puis, en fait, être créatif, c'est créer du nouveau contenu que tu as envie de partager. Et du coup, en fait, quand j'ai des nouvelles choses et que je suis impatient de les partager et de les tester, en fait, je suis beaucoup plus en harmonie avec les gens et je suis beaucoup plus connecté sur le fait que ah ouais, il y a quand même autant de gens qui ont payé un ticket. Ok, donc j'ai ce nouveau morceau. Ah, trop bien, je vais le partager. Ils vont être surpris. Ils vont avoir l'impression d'avoir dépensé de l'argent pour un truc cool. Ouais, ça dépend des fois en fait. En fait, ce que je travaille surtout, c'est d'être le plus connecté à la réalité, quoi, d'être le plus connecté à ce que je fais, pour être créatif et pour être le plus empathique possible et en harmonie avec les gens qui viennent le voir, quoi. C'est surtout ça hein, le taf, je trouve, d'un artiste. Ouais, et t'arrives à vraiment respecter justement ton mood, ta façon d'être ce jour-là. Enfin, tu sais organiser ton temps, tes tournées, etc. en fonction de comment t'es, ou tu dois un peu suivre des plannings et t'as pas toujours le choix? Non, je dois suivre quand même certains trucs. Après, je pense que ce que je viens de dire, c'est pas le travail de une semaine ou d'un jour. Je crois que mon but, c'est de stabiliser mon mood et d'être le plus possible en harmonie, en fait, en paix avec moi-même pour pouvoir, en fait, au mieux partager, quoi. Je pense que c'est vraiment ça. Et en fait, le fait de vivre tout ça, ça me permet de comprendre en fait pourquoi je suis dans ce mood-ci ou dans ce mood-là. Et donc, en fait, j'essaie d'être rentré dans un cercle vertueux, quoi, où j'apporte la création et la création m'apporte à mieux me connaître pour être plus chill et pour pouvoir mieux créer et partager, quoi. Ouais. T'as l'impression de mieux te connaître maintenant, enfin d'avoir appris à te connaître comme ça au fil des années? Ouais. Mais surtout, je trouve que j'ai de la chance, j'ai beaucoup de chance d'être arrivé à un truc où en fait je me suis dit je vais faire ça et je pense que c'est très cool de le faire et de me tromper complètement et en fait que ce truc est un accélérateur d'expérience pour apprendre à me connaître, quoi. Ouais. Donc je pense que la musique et faire des trucs m'ont permis quand même d'avoir beaucoup d'expériences très confrontantes pour apprendre à me connaître, quoi. Parce que vu que au départ j'étais très lié à ce que je faisais, très dans je veux être cette personne-là, et ben en fait tu t'en prends plein la gueule parce que ton ego il est chargé, enfin tu pars en puissance en ego trip et en fait tu te confonds aux premières difficultés et tu les prends, même si c'est pas très grave, tu les prends de plein fouet. Donc ouais, et puis
Puis, je sais pas, voir que les gens te disent c'est vraiment de la merde ce que tu fais, ou je suis très déçu du concert, hein. Franchement. Ça doit être dur. Ouais, ou alors même, je sais pas, tu t'es dans la projection sur un concert que tu prends, c'est important, et en fait tout le concert se passe trop mal, quoi. Et en fait, les gens ils le captent pas spécialement, mais toi tu sais, tu fais mince, j'ai perdu au moins 60% de puissance du concert parce qu'il y avait ça, quoi. Ouais. Donc en fait, t'es là, tu t'en veux un peu, t'as pas su montrer exactement ce que tu voulais montrer, etc. Et puis aussi de faire, je sais pas, moi il y a un album que j'ai fait, je trouve pas ouf, quoi, tu vois. Et de me dire, mais comment est-ce que j'ai pu avoir cette énergie de faire ces morceaux-là et me loser autant sur celui-là. Puis après, je sais pas, il y a plein de trucs où ton estime de toi, elle vacille parce que tu fais une interview et tu l'as, ah merde, j'ai dit ça. Cette question m'a déstabilisé. Ah, je suis timide. Ah, j'ai pas réglé ça. Et puis, ouais. Enfin, c'est tout le temps. Enfin, je pense que c'est pas que dans la musique, évidemment, mais vu qu'on est très, très identifié et qu'on est en recherche de très haute reconnaissance, il y a beaucoup d'attentes, quoi. Donc, c'est assez confrontant, des fois. Ouais. Et les médias, les interviews et tout, la visibilité comme ça, publique, hors scène, c'est quelque chose que tu vis comment ? J'apprends à le vivre, en tout cas. Moi, de base, en fait, tu sais, je suis timide, j'ai pas confiance, je veux faire de la musique pour avoir beaucoup de reconnaissance. Et puis, en fait, tu comprends que même si t'as des millions de vues, en fait, ça change rien. Tu restes timide et introverti. Ouais. Et donc, ouais. Et puis, c'est un exercice, on t'apprend pas à le faire, on t'apprend pas à parler de toi, on t'apprend pas l'honnêteté, tu vois. Et je sais pas, t'essayes de t'agripper un peu à ce que tu crois être toi. Et donc ouais, il y a des trucs que j'ai bien fait, il y a des trucs où je suis là, terrible, ouais. Genre catastrophique. Et mais j'apprends, quoi. En ce moment, je suis un peu plus honnête avec moi-même, donc je suis là, je m'en fous. Enfin, c'est pas possible que tout le monde aime l'opinion que je vais donner parce qu'on est tous différents, quoi. Donc je suis là, tant pis, en fait. J'essaye je me souviens de questions sur le Covid et tout. T'es là, mais quoi, en fait, tu veux vraiment que je te donne mon avis, tu vois. En fait, je travaille pas depuis 2 ans. Toi, tu me poses qu'est-ce qu'il faut faire, et en fait, on te rabâche la tête avec c'est important de faire attention, etc. Alors que je viens de faire une soirée avec 20 personnes chez moi. Quelle image je dois donner, tu vois. On t'apprend pas tout ça, quoi. Et c'est facile de savoir quoi dire en société, avec tes amis, etc. T'es plus naturel. Mais quand tu représentes, je sais pas, t'essayes de représenter quelque chose publiquement, c'est dur. Ouais. Surtout que t'as la pression parce que c'est, je sais pas, genre 3 minutes pour, entre guillemets, vendre ta musique, quoi. Et donc, ça doit être hyper chaud de savoir quoi dire, quels sont les bons mots, et ne pas fâcher comme tu disais, quoi. Ouais, oui, parce que, enfin, et surtout que je me dis souvent après les interviews, je me dis, ok, je m'appelle Max, j'ai 34 ans, je fais de la musique. En fait, on s'en fout. On s'en fout comment, en fait, capter l'attention de quelqu'un, je sais pas, qui écoute la radio ou quoi, avec, ah ouais, j'irais bien écouter. Mais surtout dans notre société maintenant. C'est un taf, quoi. Il faut être expert là-dedans, quoi. Donc ouais, c'est assez dur de condenser, de savoir exactement quoi dire, et d'être en accord avec soi-même, quoi. Parce que sinon tu peux partir en couille, hein, tu racontes n'importe quoi, je sais pas. Ouais. Et là, t'as sorti déjà plusieurs morceaux, t'es en train de bosser sur un album qui va sortir de manière indépendante. Ouais. Pourquoi t'as décidé de fonctionner comme ça pour celui-ci ? Déjà parce que en fait, j'ai essayé de faire un parcours où j'étais prendre ce qui était bon à prendre un peu partout, de capter de l'expérience, de faire des erreurs, etc. Et puis, surtout aussi, je suis arrivé à un point où j'ai quand même beaucoup d'écoute, et j'ai un peu accumulé des abonnés sur Spotify, etc. Donc, je sais ce que reverse réellement un label à un artiste.
Et en fait, d'arriver à un stade de dire, ok, en fait, je donne autant. C'est hyper dur d'avoir 1 million de streams sur Spotify. C'est hyper dur. Et en fait, je suis pas rémunéré à la juste valeur du travail que j'ai apporté, en fait. Après, c'est un choix. J'ai voulu être artiste, c'est comme ça. Je vais pas me plaindre, mais je vais essayer de mettre un espèce d'écosystème autour de moi qui va me permettre d'accumuler un peu plus d'argent pour pouvoir continuer à créer, tu vois. Ouais. Parce que tu sors des albums, machin, puis t'as reçu des avances, ça met des années à être remboursé. En plus, tu rembourses pas. C'est pas comme si tu devais attendre quand ton album est remboursé la totalité de ce qu'ils ont avancé. C'est genre, tu rembourses avec le pourcentage qui te revient. Donc, généralement, si tu t'en sors bien, t'as 33%. T'es là, non, mais sérieux, je rembourse, je sais pas, des dizaines de milliers d'euros avec mes 33%. Pas ouf. Donc, mais bon, utile. Parce que grâce au label, ils ont généré de la visibilité, machin, etc. Ouais. Donc, je pense que c'est un passage obligé. Mais ouais, moi, je suis arrivé à un stade où je me suis dit, ouais, en fait, j'ai envie de déjà prendre le risque parce que je pense que je suis arrivé à un plafond de verre que j'arrivais pas à dépasser dans le système que j'avais créé autour du projet. Enfin, et que, pas que moi, parce qu'il y a des gens qui ont bossé autant que moi sur ce projet que moi. Et donc, ouais, j'avais envie d'essayer de porter le projet à ce que je pensais qu'il pouvait être. Prendre le risque parce qu'au final, j'avais rien à perdre. J'en avais marre du système qui était en place avant. Donc, ouais. Et aussi d'avoir un peu plus de liberté. Je sais pas, tu vois, c'est que ça aille du logo que tu dois mettre sur ta pochette et que ça fait chier tout le monde, du graphiste à l'artiste. Au fait que tu me dis que je me dise ouais, bah sur cet album j'ai envie de mettre 20 titres ou 10 titres ou 8 titres ou que je sais pas, j'ai envie de faire une chanson bossa nova dessus, je m'en fous, je peux faire ce que je veux et je peux aller exactement dans l'instinct que j'ai durant la création, quoi. Ouais. Après, j'ai pas du tout été contrôlé par les labels dans lesquels j'étais. J'ai toujours fait globalement la musique que je voulais. Mais ouais, tu te sens un peu plus libre. Tu peux choisir plus facilement les dates de sortie. Tu as un œil plus précis sur ce que tu fais. Genre les deals que je fais avec mes amis avec qui je fais de la musique, ben en fait, ça se fait entre nous. On ne doit plus passer par des 80 mails. C'est beaucoup plus rapide. En fait, moi, c'est ça. J'étais impatient de faire des choses et j'étais toujours bridé par le fait que ben lui, en fait, il est en vacances. Donc tu reçois un mail automatique, reviens dans une semaine. Et t'es là, ouais, sérieux, mec? Non, moi j'ai envie de faire le truc. Déjà, j'ai un track, c'était compliqué pour moi de le faire. Je suis enthousiaste, je suis arrivé à un résultat qui me plaît. Vas-y, on avance, quoi. Et ouais, c'est ça ouais, c'est vraiment l'attente des gros labels, des grosses structures, et lui qui est en vacances, et lui qui répond pas, et que en fait t'es pas un major artiste pour eux, donc il y a des priorités, quoi, tu vois. Flemme, quoi. Et tu parlais de l'aspect financier. Depuis le début, comme ça, tu as réussi à vivre de ton projet, ou il y a eu des périodes vraiment où ça a été difficile et où tu as douté? Ben en fait, bizarrement, j'ai pas douté du projet en tant que tel. Je me suis pas dit... Enfin, si, des fois, je me suis dit, je devrais peut-être faire autre chose. Là, ça avance plus, c'est compliqué. Mais... non, j'ai toujours été un peu débrouillard pour ça, quoi. Bon, après, il y a des trucs... Mais comme je te dis, des fois, j'étais prêt à vivre avec 500, 600 balles, quoi. Mais... et des fois, je sais pas, t'as plein de thunes en un coup, et puis des fois, t'en as plus du tout. Et puis, c'est chaud. Et... ouais, mais après, il y a toujours un peu moyen de se débrouiller. Et puis... ouais, genre... financièrement, oui, des fois j'ai ressenti quand même dépression, ouais. Mais le jeu en vaut la chandelle. Ouais. Et t'as un statut d'artiste? Non, j'ai pas de statut d'artiste, non. Non, je devrais, genre, avant le Covid, pendant le Covid, je me suis vraiment voulu de pas l'avoir fait. Mais non, tous ces trucs administratifs, c'est pas dans mes priorités, c'est ça le problème. Là, j'essaye de me responsabiliser par rapport à ça parce que ça a beaucoup d'importance finalement.
Et ouais, j'étais toujours dans le vouloir faire, avancer, on va faire ça, on va faire ce projet-là, ah ça coûte autant, ouais on s'en fout, j'aurai pas de thunes après, mais comme ça on aura fait ce beau projet à présenter. Bah là maintenant j'essaye de faire un peu plus attention quoi, de remettre un peu l'église au milieu du village par rapport à ça. Ouais. Tu te vois plus comme un artiste ou comme un entrepreneur? Ouais, c'est marrant, j'en parlais avec ma mère la semaine passée, mais je lui disais, ouais, en fait, je suis un entrepreneur, quoi. Parce que, mais de base, en fait, moi, j'aimais bien l'idée d'avoir un projet. Donc, ce qui est cool avec la musique, c'est que moi, je trouve ça chouette à faire. Donc, je me suis passionné pour faire de la musique. Et je me repassionne encore aujourd'hui, et je dois me repassionner que ça me semble facile à faire, pas facile techniquement, mais facile émotionnellement parlant, que ce soit pas une plaie, quoi. Donc, ouais, non, je suis clairement un touche-à-tout, entrepreneur, artiste, c'est évident, quoi. Et même avec la pression de notre société, là, maintenant, si t'es pas un peu débrouillard et intéressé par l'entièreté du tableau, tu te fais vite bouffer quoi, parce que si tu veux faire que de la musique et que tu es pas ce truc de un peu relationnel, je vais aller chercher ça comme investissement, je vais signer de telle manière, en fait tu te laisses pas beaucoup de chance de pouvoir continuer à faire de la musique quoi. Et ouais, ça tu l'as appris vraiment au fur et à mesure de ton expérience à toi? Ouais. Après, j'avais cette chance vu que la musique de base, c'est pas genre une passion profonde et que j'ai toujours été intéressé et curieux, en fait, je trouvais ça marrant de m'intéresser aux droits d'auteur ou marrant de m'intéresser au graphisme, vu que j'ai fait du graphisme, de m'intéresser à avoir des gens autour de moi qui sont chauds sur un projet, etc. Ouais. Il y a encore des endroits où tu rêves de jouer avec toutes les dates, toutes les scènes que tu as déjà faites? En fait, je pense que c'est plus la manière d'y aller jouer. J'ai fait beaucoup de trucs des fois où j'étais là, j'en ai pas profité à 100%, quoi. Et ou alors j'étais sur un line-up, tu vois, avec 12 artistes. Ouais. Ouais, c'est plus ça. Et puis des régions du monde, j'aimerais bien aller un peu en Asie, aux États-Unis, etc. C'est des trucs qui me chauffent encore. Ah ouais. Tu sais où ta musique est la plus écoutée? Bizarrement, non, pas exactement, parce que il faut toujours avoir au pourcentage de la densité du pays. Je sais qu'en Allemagne, c'est beaucoup écouté, mais c'est un très grand pays, en France aussi. Ouais. Je pense que au niveau quantité par rapport aux gens, ça doit être la France. Mais par exemple, sur Spotify, le troisième, c'est les États-Unis. Mais c'est parce que ce pays est gigantesque. C'est pas très réel. Si je vais aux États-Unis, je vais faire une tournée, il y aura personne, quoi. Donc, tandis qu'en Belgique, je sais pas, ça doit être 8 ou 9e. Mais par contre, je sais que je vends des tickets, donc c'est dur à dire, quoi. Ça te plaît de jouer aussi dans ton propre pays? Enfin, il y a une différence comme ça? Il y a une saveur particulière? Ouais, à Bruxelles, pour moi, c'est complètement différent, quoi. Ouais. C'est ouf. Ok, c'est le moment, quoi. Ça va être maintenant. Non, c'est important. C'est important pour moi. J'aime bien Bruxelles. J'aime bien la culture à Bruxelles. J'aime bien les Bruxellois. J'aime bien beaucoup de choses à Bruxelles. Et du coup, pouvoir jouer à Bruxelles. Parce que aussi, je me sens proche des gens. On partage plus que juste la musique. On partage toute une culture. Hein. Donc, je me sens vachement en connexion avec ça, quoi. Après, à Paris, j'adore jouer aussi, etc. Parce que chaque ville a son lot d'avantages, etc. Quoi. Ouais. T'es impatient que ce nouvel album sorte? Ouais, je suis impatient. Bah ouais, de ouf. Bah là, il y a bientôt le 3e single qui va sortir. Enfin, je sais pas quand tu sors ton podcast, mais ouais, non, je suis impatient parce que je suis impatient de ce que ce projet va générer, de l'interaction que je vais avoir avec les gens, de l'expérience. Ouais, je suis impatient de tout ça, ouais. Je suis impatient de montrer ce que j'ai fait aussi, parce que ça, c'est pas que ça change, mais j'ai l'impression de me développer un peu plus en tant que personne et artiste. Ouais, il y a plein d'excitation autour de ce genre de moments. Trop bien. Je vais te poser la dernière question du podcast. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait?
assumer plus mes choix, mes idées, oser un peu plus. Je pense que oser aller vers de l'avant, en fait, ça amène toujours on peut se planter, mais ça amène toujours des bonnes choses, quoi, pour soi. Et être un peu plus en accord avec moi-même, oser un peu plus dans mes opinions. Ouais, oser, en fait. C'est vraiment un peu le mot, là, en ce moment, pour moi. T'es fier, justement, il y a un peu plus de 10 ans, d'avoir osé te lancer, même si à ce moment-là, t'imaginais peut-être pas tout ce qui allait arriver? Ouais, je suis fier. Je suis fier. En fait, c'est un peu comme si tu te vois auparavant. Et en fait, j'ai tellement de bienveillance pour moi quand je vois. Et même quand je vois des plus jeunes qui se lancent maintenant, j'ai tellement de bienveillance parce que c'est beau, quoi. C'est cool, en fait, de se dépasser soi-même par une motivation émotionnelle très grande et d'essayer de trouver ça dans sa vie. Je trouve ça beau, quoi. Je trouve ça beau, donc j'ai beaucoup de bienveillance pour moi quand je suis plus jeune d'avoir fait ça et merci à moi-même merci à moi-même parce que tout mon parcours je le changerais pour rien au monde, quoi. Je suis très content de comment ça s'est passé. J'ai encore plein de choses à faire, plein de choses à découvrir, plein de choses à ressentir. Donc non, je suis très fort en gratitude de tout ça, quoi. Fort en gratitude de la vie en règle générale, quoi. Trop bien. C'est une très belle fin, je trouve. Ouais. Merci. Merci à toi. C'était super cool. Merci encore, Max, d'avoir accepté mon invitation. Vous trouverez tous les liens pour le suivre dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant étoiles et commentaires sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour écouter et à vous abonner à Compose sur tous les réseaux sociaux. Et puis, si vous voulez m'aider à développer le podcast, vous pouvez le soutenir financièrement via Patreon. Compose est un podcast réalisé entièrement par moi, Julie Mouvet. Le générique a été produit par le talentueux Nucci. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.